On est là. Oh, je pense qu'il était pas ouvert. Ça aurait fait mal. C'est drôle, mais aussi. Je peux peut-être baisser la table un peu. Puis attends aussi de l'ouvrir parce que sinon ça va vraiment faire mal. Par exemple. C'est vrai. Ça va du champagne. Alright. Le micro est brisé, mais. Qu'est-ce qui se passe? OK. On est là. Alright. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un nouvel épisode du Liberté 45 podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Annick, la fondatrice de Codef. Allô, Annick. Merci, bonjour, Hubert. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pour commencer, est-ce que tu pourrais présenter un petit peu aux gens qui nous écoutent, c'est quoi Codef? OK. En fait, très sommairement, Codef, on est une entreprise d'économie sociale, donc une OBNL, spécialisée dans l'éducation financière et l'accompagnement financier indépendant. Okay. Dans le fond, en fait, on fait des ateliers d'éducation financière et aussi à côté, on offre du coaching financier individuel et personnalisé, mais sans vente de produits. Et on n'est pas non plus affilié à une institution financière quelconque. OK. C'est vraiment intéressant parce que, tu sais, veux pas, bon, Liberté 45, avant qu'on commence à enregistrer l'épisode, tu as dit que tu en as écouté quelques-uns, puis c'est un peu aussi ce qu'on fait, mais ce que j'aime de toi, ben, c'est que de un, tu es une femme, puis je trouve que c'est un univers, les finances, qui est malheureusement sous-représenté, genre, par les femmes. Par les femmes, oui. Puis aussi, j'aime ça, comme côtoyer un peu des gens qui ont des projets quand même d'envergure et tout. Fait que, comment ça c'est? Est-ce que c'est ton premier projet comme entrepreneurial ou En fait, c'est mon premier projet entrepreneurial temps plein. Okay. C'est sûr qu'avant, j'étais beaucoup impliquée dans le milieu associatif. Donc, j'ai créé des associations. J'étais vice-présidente d'association. Une implication qui continue même encore aujourd'hui. Mais partir un projet d'entreprise en tant que tel, dont devoir générer des revenus pour pouvoir vivre, etc. C'est mon premier, oui. Mais c'est ça. Mais Codef, dans le fond, à la base, c'était pas une OBNL, dans le fond? Non, en fait, Codef est né comme entreprise privée, mais à vocation sociale, parce que dès le départ, en fait, je voulais vraiment que l'aspect social soit très important. C'est vraiment important pour moi. On avait une forte responsabilité sociale qui, en gros, était de démocratiser les finances personnelles. Okay. Et ça, on pourra revenir plus tard par rapport à mon parcours aussi qui a motivé la création de Codef. Et en 2020, en pleine COVID-19, avec aussi les répercussions financières de la COVID-19 sur le portefeuille des Canadiens, des Québécois, je me suis dit comment faire pour offrir mes services au prix le plus bas possible, en fait, à ceux qui en ont le plus besoin. Donc, pas surtout des gens qui sont vulnérables financièrement. Et donc, c'est là que j'ai fait le choix de devenir une OBNL. Enfin, j'ai fait le choix. De faire un virage, mais de montrer aussi de personnes pour convertir Codef en OBNL. Et dans l'optique de pouvoir aller taper au port du gouvernement, bien d'autres institutions financières pour avoir des sous, pour réduire mes coûts d'opération et offrir mes services au prix le plus bas possible. OK. C'est quand même intéressant. Puis, la question que je me pose, c'est que, pourquoi tu t'es intéressé aux finances personnelles à la base? À la base. Mon Dieu, en fait, j'ai un parcours atypique. Je sais que beaucoup de gens vont dire qu'ils ont un parcours atypique, là, mais j'ai un parcours atypique. Dans le fond, en fait, moi, je suis une immigrante première génération. Donc, je suis arrivée au Québec il y a bientôt 12 ans. En nous, ça fera 12 ans. Pour étudier à l'Université Laval, entre mon école de commerce en France puis l'Université Laval. Donc, j'ai fait mon MBA en gestion internationale. OK. Mais sauf qu'à l'époque, travailler en gestion internationale à Québec, c'était pas tout à fait ça. Ouais. Mais Québec était connu pour être la ville des assurances et des services financiers. Okay. Avec entre d'Alliance, Beneva à l'époque, SSQ, la capitale, etc., qui était juste à Québec. C'était vraiment le domaine. Donc, du coup, j'étais dans ce domaine-là par hasard. Et je suis vraiment tombée d'amour avec ce domaine-là. Ah ouais? Oui, donc je me suis beaucoup intéressée. L'univers des assurances. L'univers des assurances, oui, mais surtout des régimes d'épargne. Individuel et collectif. C'est dans ça que j'ai fait sur ma carrière. Puis ensuite, je suis allée dans la gestion de patrimoine financier. Donc, pour tout ce qui est fonds de gestion privée. Et pour les gens qui, moi-même, le fonds de gestion privée, exactement, c'est quoi? C'est vraiment comme, en anglais, on peut se dire wealth management, la gestion de richesse. Donc, c'est là que tu vas voir, par exemple, il y a des cabinets, comme par exemple gestion privée BNC 1859. Tu vas avoir... c'est des gens, mettons, qui ont genre 1 million et plus d'actifs, genre? À partir de 100 000. Alors, à partir de 100, 150 000, ça prend à dire, entre grands guillemets, le ticket d'entrée dans cet univers-là. Ouais, exact. Okay. Mais c'est quoi la différence entre ça et un conseiller financier traditionnel? C'est que à partir de 100 000, voire de 500 000 et plus, là, on peut avoir accès à des conseils en placement dans la gestion de valeurs mobilières. Okay. Donc, un conseiller financier classique, donc que ce soit un conseiller en sécurité financière ou un représentant d'épargne collective, en fait, un conseiller en sécurité financière va t'offrir des fonds distincts pour épargner, à la rigueur,
C'est des portefeuilles déjà conçus. Déjà conçus. Les fonds, les représentants, par exemple, d'épargne collective, c'est vraiment des fonds mutuels de placement. Ouais. Mais si tu vas entrer dans l'univers des valeurs mobilières avec un conseiller, ça prend vraiment des conseillers en valeurs mobilières ou conseillers en placement qui peuvent soit t'acheter des actions pour toi ou des fonds négociés en bourse aussi. Donc, ça prend un permis spécial aussi. OK. Excuse, je vais probablement t'interrompre à quelques reprises parce que... Il n'y a pas de problème. Dans le fond, j'ai j'étudie dans le domaine depuis maintenant 6 ans et tout, mais j'essaie d'avoir un langage qui est simple. Puis, mettons, il n'y a pas de problème. Fonds mutuels, des trucs comme ça. Oui. Un fonds mutuel, c'est quoi, genre? Le plus simplement possible. En fait, c'est un fonds qui permet de mutualiser, donc rassembler l'économie de différentes personnes pour pouvoir l'investir. Okay? Donc, un fonds mutuel va prendre l'économie de plusieurs personnes, de Hubert, de Annick, de Simon, peu importe, là, mais dans un même panier et prendre cet argent-là pour investir, acheter des actions de différentes compagnies. OK. Fait qu'admettons, quand on dit genre le fonds de pension d'Hydro-Québec, admettons, tous les employés d'Hydro-Québec mettent de l'argent dans le même panier. On appelle ça un fonds commun. C'est un fonds commun. Puis les gestionnaires du fonds de pension d'Hydro-Québec vont prendre cet argent-là des épargnants, acheter des actions, investir dans des projets immobiliers. Ça, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, aussi un gestionnaire privé veut pas, right? Ils achètent activement puis ils vendent des actions. Ben, c'est ça. En fait, les fonds mutuels ont avoir un gestionnaire de portefeuille ou de fonds, oui. Tandis qu'un conseiller financier traditionnel, tu n'auras pas un investisseur actif qui va vendre puis acheter des actions pour toi. Il va acheter quelque chose de préfet. Ben, en fait, c'est ça. C'est ça, c'est que, et je me rappelle aussi, un jour m'a appris que l'univers des services financiers est très, très long. La chaîne, en fait, est très, très long entre ce qu'on va appeler le manufacturier des fonds, donc celui qui va structurer le fonds que nous, on va avoir. Genre, mettons, il y a Fidelity Investment, Fidelity, Fonds Dynamique, Manuvie. Mais tu vas aussi voir que toutes les grandes banques ont une partie gestion d'actifs aussi, qui manufacture les fonds. Oui. OK, nice. Fait que revenons un petit peu à ton histoire. Fait que là, tu es arrivé au Québec, tu t'as plongé un peu dans le domaine de l'assurance, placement, etc. J'imagine que tu travaillais pour quelques-unes de ces entreprises-là. Oui, pour ne pas nommer, oui, mais j'ai travaillé pour pour les grosses, mettons, les grosses bannières. Les grosses bannières de Québec. Banques, etc. Puis, qu'est-ce qui t'a fait quitter un peu la direction comme attendue là, du domaine? C'est ça. Ben, en fait, parce que justement, c'est ce qui était attendu comme chemin de carrière n'était pas ce qui me convenait. Pourquoi? Parce que, premièrement, avec mon premier emploi, j'ai pu voir, en fait, l'état de la situation en termes de carence en littératie financière. Tu sais, quand on dit que la population manque de connaissances en finances personnelles, là, c'est vrai. Et un constat, c'était que les institutions financières, malheureusement, font peu ou pas grand-chose pour lutter contre ça. Ouais. Et toi, tu étais vraiment conseillère financière? Je n'étais pas conseillère financière, j'étais vraiment plus dans l'administration des produits d'épargne individuels et collectifs. OK. Donc, je voyais des gens qui vont investir dans des CELI, dans les RIER, etc. Je m'assurais que ça allait bien. Genre, Hubert a bien cotisé à son CELI, Hubert ne dépasse pas ses droits de CELI, etc. Et tu avais des clients et tu faisais des suivis avec eux? J'avais pas de clients, c'était vraiment en back-office. OK. J'ai vraiment commencé en back-office. Ensuite, quand j'étais plus en gestion de patrimoine, là, j'étais encore en back-office, donc je travaillais pour des conseillers, des planificateurs financiers, des conseillers en placement. Okay. Donc, c'est vraiment là que j'ai fait ma carrière. Puis, donc, comme je dis, j'ai fait des constats en termes de carence en littératie financière et le fait que, justement, si tu n'as pas un actif d'au moins 150 000 $ investi avec la même institution financière, tu n'as pas accès à ce que moi j'appelle, et j'appelais à l'époque aussi la Rolls-Royce des services financiers. Ouais. Le planif, le fiscaliste, le notaire, etc. qui vont t'aider à optimiser ta richesse puis à payer moins d'impôts, entre guillemets. Non, c'est ça. Puis mais en ce moment, mettons, le petit joueur, là, quelqu'un qui écoute le podcast, qui a, mettons, 50 $, 5 000, 10 000, 50 000 de placés, puis qui n'ont pas la Rolls-Royce des services financiers. Qu'est-ce en fait, les gens ont accès. Ils peuvent avoir accès à ça. Quelqu'un peut dire, moi, je veux parler à un planificateur financier et aller toquer à la porte d'un planificateur financier. Mais beaucoup de gens, en fait, peu de gens pensent qu'ils ont accès parce qu'ils se disent que moi, j'ai un petit patrimoine. Pourquoi est-ce que je vais être très intéressant pour un planif? Mais ils pourraient avoir accès s'ils cherchent à l'avoir. Donc, c'est ça. Mais actuellement, le commun des mortels, il va, pour pouvoir avoir des conseils, il va aller voir son conseiller bancaire ou bien un conseiller financier indépendant s'il en trouve un, ou bien c'est comment en trouver un. Non, c'est ça. Puis la littératie financière, tu sais, qui est par définition juste le fait de comprendre, genre, c'est quoi un CELI, c'est quoi un REER, c'est quoi la bourse, c'est quoi les frais de gestion. Est-ce qu'il y a une histoire en particulier pendant que tu travaillais là-bas que tu as genre fait « Oh my God, faut faire quelque chose » ou est-ce qu'il y a une histoire qui t'avait marqué particulièrement pour faire
sais, pour quand même faire quitter ta carrière dans le domaine des finances, il y a dû avoir un élément déclencheur. Mais en fait, un premier élément déclencheur, c'est en 2016, j'ai acheté mon premier duplex. OK. Actuellement, j'en ai deux. Pas grand-chose, mais j'ai acheté Nice. mon premier duplex en 2016, puis je n'avais pas 40 000 $ de salaire annuel. Là. Ah ouais, qui avait genre un méga taux d'épargne. Genre. Ouais. OK. J'épargnais beaucoup, mais surtout aussi, tu as différents outils que tu peux mettre en place avec ton RIER, le RAP, Ouais. le régime d'accession à la propriété, le prêt RAP, dans le prêt qui permet de... Donc, il y a différents éléments justement qui permettent d'avoir un certain effet de levier. Je joue avec le feu, je vais ouvrir la canette. Okay? Ça l'explose, tant pis. Et je l'ai brassé tantôt. Alright, on est safe. C'est bon. Donc, dans ces différents éléments-là, puis les gens me disaient, genre, comment tu as pu acheter un duplex? Tu fais pas 40 000 $ de salaire annuel. Mais écoute, excuse, je vais faire une parenthèse parce que c'est vraiment intéressant. Comment tu as fait pour acheter un duplex alors que tu n'avais pas 40 000 par année de revenus? En fait, premièrement, j'ai épargné. Ouais. Genre 50 % de ton salaire? Même pas. C'était environ 15%, mais surtout, la compagnie où je travaillais à l'époque, elle faisait des bonnies. Les bonnies annuels. Et les bonnies, tu peux. On va vraiment donner un moment stratégique qui est en mois de février par là. Et donc, je peux soit l'encaisser cash ou bien dire non, je ne vais pas payer d'impôt là-dessus. Fait que je vais mettre dans mon REER. Fait que 2 ans de bonnies, ça me met quand même un petit niveau parce que mes 2 bonnies, 2 années, c'est dans mon REER directement. Ensuite, à l'époque, dans 2016, on pouvait aller prendre de son REER jusqu'à 25 000 $ dans le cadre de la stratégie du RAP, dans le régime d'accession à la propriété. Mais en 2022, là, en 2007, oui. Mais de nos jours, est-ce que le RAP existe toujours? Le RAP existe toujours. Mais on peut aller jusqu'à 35 000 $ de son REER maintenant. Ah, OK. C'est encore mieux. C'est encore mieux, right? Ouais. Puis là, en plus, le gouvernement a annoncé un nouveau régime, le CELI RAP, qui permet d'aller chercher le 35 000 € de se faire de son REER, de son CELI. OK. Génial. Donc, c'est ça que j'ai fait. Puis, en fait, je n'avais pas non plus 25 000 dans mon REER à l'époque, mais j'ai fait ce qu'on appelle un prêt RAP. Donc, j'ai emprunté de l'argent à une banque. J'ai mis dans mon REER. J'ai eu mon retour d'impôt, ma contribution au REER. Ça a fait baisser ton revenu. Ça fait baisser mon revenu imposable. Donc, parce que le REER donne une déduction fiscale. Exact. Donc, du coup, vu qu'à l'époque, je n'avais pas un grand salaire, donc ma déduction fiscale m'a fait que j'ai eu un retour d'impôt. Exemple fait que juste pour mettons, simplifier ça à la maison, là, pour les gens qui écoutent, admettons que tu gagnais 40 000 $ par année, tu es allé chercher un prêt à la banque qui t'a contribué dans ton REER. Admettons, disons, je sais pas, 10 000 $. 10 000 $. Fait que là, mettons, tu as passé de la branche d'imposition de 40 000 à 30 000. Fait que là, tu as pu sauver, mettons, 5 000 $ en impôts, je sais pas. Là, un truc comme ça, on dit un 25e. C'est ça, fait que tu avais 5 000 de plus dans tes poches, mais en plus de ça, tu avais comme un cash down que tu peux utiliser pour... En fait, le prêt RAP, c'est un peu plus complexe que ça. OK. Explique, je trouve ça intéressant. Ouais. Honnêtement, c'est une très, 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 très belle stratégie. Si vous ne la connaissez pas, là, je vous dis, utilisez-la. En fait, le prêt RAP, on va commencer. Ça commence comme tu as dit. OK. Tu gagnes 40 000 $ de salaire. Tu vas prendre un prêt à la banque, un prêt REER, de 10 000 pièces. Donc, du coup, quand tu vas faire ta déclaration d'impôt pour l'année fiscale qui vient de s'écouler, tu vas déclarer 40 000 $ de revenus imposables. OK? Donc, tu vas ton retour d'impôt par rapport à ça. Maintenant, dans les 90 jours qui suivent ton prêt REER, tu peux déjà rapper. Donc, tu vas faire un RAP. Donc, tu vas sortir l'argent de ton REER sans payer d'impôt à la source. Et ça, le RAP. Et le 10 000 $ que tu as emprunté à la banque, tu dis, la banque, merci beaucoup, je vous rends 10 000 $. Mais ce que tu gagnes en retour, c'est ton 5 000 $ de retour d'impôt qui vient augmenter ta mise de fonds, disons. Et tu n'as pas d'intérêt tant que tu as payé sur le 10 000 parce que tu l'as déjà remboursé au bout de 3 mois. C'est quand même brillant, dans le fond, parce que... C'est excellent. C'est ça, c'est fou, parce que... je viens de comprendre. Non, mais c'est nice. C'est fou. Et ça je l'ai fait pour 10 000. Je peux le faire à 35 000. Imagine, tu as un salaire de 40 000, tu vas faire un prêt RAP de 35 000. Dans le fond, c'est ça. Si tu n'as pas de liquidité, mettons, tu peux faire ton prêt RAP, puis, mettons, même si c'est un 4-5% de taux d'intérêt, comme prêt, on s'en fout parce qu'il dure 2 mois. C'est ça. 90 jours. Ah, c'est quand même brillant. Puis, pour faire le rapper, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un peu obscur, le fait de rapper, entre guillemets, c'est genre, OK, parfait, je veux faire ça. Mais techniquement, comment ça se fait? Parce que, mettons, pour les gens qui ont des comptes de courtage en ligne, mettons, qui ont des REER genre dans Questrade ou pour rapper, est-ce qu'il faut que tu ailles voir
quelqu'un de l'autorité des marchés financiers, genre, mettons, un planificateur financier pour qu'il fasse la genre de transaction de rapper, genre? Je sais pas si tu comprends ma question. Un repreneur d'épargne collective peut le faire. Ton conseil bancaire qui te vend des REER peut aussi te le faire. Là. OK. Mais si, mettons, tu es un investisseur autonome, si, mettons, moi, personnellement, là, j'ai mon REER, j'ai mon CELI, puis j'ai mon compte de courtage en ligne sur Questrade, genre, qui est comme, mettons, Disney, Wealthsimple, whatever it is. Ouais. À ce moment-là, si je veux rapper à partir de mon REER sur ma plateforme de courtage en ligne, qu'est-ce que je fais? Tu peux rapper. Okay. Parce qu'en fait, Mais c'est quoi, mettons, je fais juste prendre mon argent du REER puis je vais faire ça comme mise de fonds pour acheter un duplex, genre? Ça, c'est un rap classique. Okay. Donc, parce que le rap, en fait, ça permet de sortir l'argent de ton REER sans payer d'impôt à la source. Okay. Parce qu'en fait, le REER donne une déduction fiscale, mais quand tu le sors, c'est imposé à la source. OK, fait que dans le fond, j'imagine que c'est juste avec la preuve du notaire. Mettons que je vais acheter un duplex, ça va être genre ça. J'ai un formulaire à remplir, oui. Ouais, OK, j'ai un formulaire à remplir. Et ce n'est valable que pour le premier achat. Ouais. Donc, si tu déjà été propriétaire avant, dans une période de moins de 5 ans, tu ne peux plus. C'est propriété d'accession à la propriété pour aider les gens à acheter leur première propriété. Pour vrai, honnêtement, je vais faire ça. Honnêtement, j'ai dit, là, et le c'est justement, le fait d'expliquer ça, là, les gens me disaient, mais mais parce que les gens savent pas ce qu'un REER. Ils savent pas c'est quoi un rap. Ils savent pas c'est quoi un pré-rap. Mais moi, personnellement, mettons, je savais déjà c'était quoi tout ça, mais le fait que le pré-rap, ça, j'avais pas pensé. D'aller chercher un prêt, d'avoir une déduction d'impôt, puis redonner l'argent direct après, puis avoir un 5-10 000 de plus dans tes poches, que tu peux après ça. Tu sais, ça, c'est quand même brillant. 5-10 000 net d'impôt. Ouais. C'est pas... Net d'impôt. Ça peut être plus que ça. Surtout là, maintenant, à 35 000 que tu peux aller chercher en rap. Tu peux avoir plus que ça. Puis en plus, si tu es en couple, c'est 70 000, right? Tu peux mettre 35 000 chaque. Fait que ça devient une méchante... Effet de levier assez formidable. Ouais. Wow, OK. Ben clairement, c'est payant d'écouter le podcast. Définitivement. Génial. Fait que là, pour revenir à ton histoire, okay. là, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, une conversation que tu as eue avec une cliente ou whatever, que tu as fait « Oh my God, c'est pas fait pour moi, je m'en vais. » genre. En fait, premièrement, l'élément déclenché, comme tu dis, c'est mon duplex. Donc, en fait, t'expliques aux gens c'est quoi le rap, etc. J'expliquais vraiment ça à mon entourage. Mon entourage, c'est surtout des personnes immigrantes qui ne connaissaient pas cet univers. Donc, du coup, et quand j'ai dit à mes boss que je voulais plus aller vers l'éducation financière à l'époque, ils m'ont dit, non, deviens conseiller en sécurité financière. Sauf que conseiller en sécurité financière, ça m'intéressait absolument pas. Mais honnêtement, là, moi, je suis en train d'avoir mes licences. Là, je vais les avoir bientôt, puis t'apprends pas nécessairement aux gens. Je sais que tu peux faire comme tu le souhaites. Puis, mettons, moi, genre, mon cabinet indépendant, ça va être différent et tout, mais genre, mon but, c'est vraiment de démocratiser les finances. Puis, en général, les conseillers en sécurité financière, ils n'ont pas intérêt, malheureusement, à démocratiser les finances tant que ça. C'est même pas qu'ils n'ont pas intérêt, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Ouais. Il faut qu'ils vendent. C'est un job à commission. Ouais. Tu n'as pas le temps de faire du sentimental, entre guillemets. Il faut que tu vends pour pouvoir avoir de quoi. Donc, du coup, moi, ça ne m'intéressait pas. En fait, faire de la vente dans le domaine service financier, ça ne m'intéressait pas. Ouais. Fait que là, au lendemain de mon retour d'un voyage au Costa Rica, pour Abida, je suis rentrée et je me rappelle très bien, le lundi, je suis rentrée, j'ai dit à mon boss, je démissionne. Ah ouais? Ouais. Mais pourquoi est-ce que... Tu sais, j'imagine qu'il y a quand même un risque financier à quitter son boulot. Du jour au lendemain. Est-ce que à quoi tu avais pensé avant? En fait, premièrement, ma première démission que j'ai faite, c'était en 2016. Puis j'étais juste comme tannée parce que justement, je n'étais pas épanouie de ma job. Ouais. T'étais brûlée. J'étais brûlée aussi. Puis comme dit, le lendemain de vacances, j'ai démissionné. Mais c'est là que j'ai trouvé mon deuxième travail dans le domaine plus en gestion de patrimoine. Okay. Là, j'étais adjointe de conseiller en planification financière, puis de conseiller en placement. Et là, c'est sûr que je m'approchais plus de la clientèle, sans faire de la vente. Ouais. Mais après, en termes de perspective de carrière, on me disait, deviens conseiller en placement. Ouais, là encore, c'est de la vente pure. Ça ne m'intéresse pas. Il y a beaucoup de ça en finance. Hein? Malheureusement, oui. Donc, du coup, et on me disait, si je voulais faire plus de l'éducation, il fallait que j'aille plus dans les carrières en marketing des services financiers. Donc, faire tout ce qui est rédaction de blogs, etc. Ouais, OK, ouais. Puis ça, il fallait que j'aille à Montréal. Ça ne me tentait pas. J'adore Québec quand même, il faut dire. Donc, j'ai dit, OK, d'accord, tant pis, je vais. Donc, et là, j'ai préparé plus mon plan de sortie. Okay. Donc, faire des cours de formation de démarrage d'entreprise. Puis, en mars 2019, j'ai dit, je quitte. Puis, est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà des revenus de ton projet ou tu as juste fait
T'as fait le saut, là, genre. Ben, j'ai fait le saut le saut dans le vide, Ouais. mais j'avais comme fait pendant 6 mois des formations en démarrage d'entreprise pour formaliser mon plan d'affaires, commencer à faire des recherches, etc. Mais non, pendant quand je me lançais, je faisais pas une scène de. Ah ouais, ok, de c'est quand l'entreprise. même. T'as été courageuse parce que, tu sais, mettons, il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast qui sont intéressés par des idées de side project ou, tu sais, des revenus supplémentaires. Puis souvent, mettons, ce qu'on voit, c'est des gens, mettons, qui commencent un projet par les week-ends, qui commencent à générer un peu de revenus. Puis au fil du temps, à un moment donné, ils prennent la décision d'aller à temps plein dans leur projet qui les intéresse réellement, tu sais. Fait que je te lève mon chapeau quand même d'avoir pris le risque de juste. Ben, en fait, c'était un ça. risque calculé parce que je me suis dit, c'est sûr que j'avais comme, oui, j'ai fait mes formations, j'avais aussi mis de côté. Donc, exact. de quoi pouvoir vivre un peu pendant un certain temps sans revenu de mon entreprise. Il y a des programmes qui existent, mais aussi, je me suis dit, au pire des cas, qu'est-ce qu'il arrive? Puis le pire scénario, c'était quoi? C'est que j'appelle ma mère pour dire, maman, on moi de l'argent, j'ai plus de quoi payer mon loyer. Mais c'est ça qui est fou, tu sais. Puis j'ai l'impression qu'au Québec, tu sais, les gens ont l'impression qu'ils ont des choses à perdre, mais tu sais, on est tellement choyés. On vit genre dans une tour d'azur tu sais, dans le sens qu'on manquera jamais d'eau, on manquera jamais d'électricité, on manquera jamais de nourriture. Fait que le risque n'est pas nécessairement là. Tu sais, mettons des jeunes, il y a des jeunes de mon âge qui sont comme j'hésite, tu sais, mais je suis vraiment passionné puis je sais que je serais plus épanoui, tu sais. Mais j'aime mieux la sécurité, mais tu sais, il n'y a pas de danger, là. Genre, on habite au Québec. Il n'y a pas de danger, mais puis ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup aussi en planification, en coaching financier, pardon. C'est de dire aux gens, OK, d'accord, si tu veux te lancer dans ton entreprise à temps plein, dans 1 an, dans 2 ans, etc., comment tu te prépares, en fait? Est-ce que tu as assez d'économies? Tu sais, on parle beaucoup d'avoir un fonds d'urgence. J'ai dit aux gens, ayez un fonds d'urgence entrepreneurial. Parce que quand tu lances ton entreprise, ça te prend à peu près 12 à 18 mois pour que tu puisses générer des revenus de ton entreprise. Absolument. Comment tu fais pour vivre pendant 12 à 18 mois? Ouais, c'est fou. Avec Liberté 45, c'est un peu ça, moi aussi. Là. Les premiers 12 mois, j'ai pas été un moyen de me payer. Là. Puis j'avais d'autres projets, d'autres placements qui me faisaient vivre. Puis je prenais quelques contrats par-ci, par-là, genre de freelance. Je suis programmeur, puis des petits contrats. Mais c'est vrai, honnêtement, c'est très rare. À moins que tu partes d'une agence, que tu offres ton service ou ton temps. Mais si tu bâtis un produit, techno, whatever, c'est juste impossible de se payer. Et même encore, ça dépend. Parce que moi, quand je créais Code F, donc on est vraiment dans l'éducation financière. On ne vend pas de produits financiers. Donc, du coup, c'était un truc très niché. Donc, oui, ça a pris du temps pour qu'on se fasse connaître. Là, maintenant, on commence à se faire être connu, etc. Mais en 2019, tu sais, moi, je faisais surtout du B2B. Donc, aller toquer aux portes des entreprises pour dire sensibiliser vos employés à comment gérer leur argent. Oui, mais ça se marchait comment, ça? Ça m'intrigue. Est-ce que c'était... à la base, c'était du B2B. Puis, comment les employeurs voyaient un peu ton offre, genre? En 2019, c'était comme genre, mais c'est qui cette fille-là? C'est ça, parce que je me rappelle, en tant que nouvel entrepreneur, j'étais tellement motivée, j'avais la foi, je faisais du porte-à-porte, dans les parcs industriels, genre « Hello, salut, je vends ça », etc. Mais les gens me regardaient genre... Parce qu'en plus, en 2019, on parlait beaucoup plus de pénurie de main-d'œuvre. Enfin, encore un peu moins qu'à maintenant, mais on en parlait quand même. Puis les employés étaient plus dans le mode « Moi, je vais avoir des employés. Prends soin d'eux, etc. » Ouais, c'est cool, mais... Mais c'est ça que j'ai l'impression que les employeurs comprennent pas. Tu sais, si tu es capable de répondre aux questions de tes employés lorsqu'ils dorment le soir, tu sais, avant de se coucher, là, quand ils ont la tête sur leurs oreilles, ils regardent le plafond puis ils se disent « Oh my God, tu sais, j'ai reçu X $ de ma paye. » Mais je suis stressé parce que je sais pas si c'est assez, je sais pas quoi faire avec mon argent. Puis quand ton employé ou quelqu'un est stressé puis angoissé, c'est sûr qu'à sa job, il va être moins performant. Définitivement. Puis il va juste quitter parce que... Des chiffres le démontrent. Fait que j'ai l'impression que comme les employeurs sont genre « Ah, je vois pas l'importance », mais en réalité, c'est le truc le plus important. C'est pas juste de payer les gens, mais c'est de leur dire « Hey, voici... » genre quelques opportunités qui pourraient te permettre d'être autonome, genre financièrement. Ben, c'est ça. Puis moi, je dis toujours, en fait, justement, il faut prendre le mal à la racine. Et la racine de tout mal aujourd'hui, en 2022 encore plus, c'est le problème d'argent. Tu sais, il y a des employés qui préfèrent offrir des espaces de baby-foot à leurs employés, des cours de yoga, mais pas des cours d'éducation financière. C'est des choix. Mais c'est sûr que de plus en plus maintenant, avec ce qui s'est passé avec la COVID-19 et la situation avec l'inflation, etc., de plus en plus d'employeurs comprennent. Mais j'ai aussi un travail d'éducation à faire auprès des employeurs pour dire que juste offrir un rien à tes employés, là, ça ne va pas les aider à être en meilleure santé financière. C'est genre, un vendredi happy hour, on va payer la bière à tout le monde. C'est genre le pire cadeau que tu peux donner à tes employés. Là. Ça règle rien. Il va porter de l'happy hour, il va rentrer chez lui, il va dire genre, fais comment pour payer ma facture à la fin du mois. Le problème reste le même, Fait que là, tu as commencé KDF, tu es allé cogner aux portes.
Puis là, au début, c'était tough, ça n'a pas marché, mais quand est-ce que tu as persisté, puis finalement, il y a des entreprises qui ont dit oui, genre? Oui. Ok. J'ai persisté. Il y a des entreprises qui m'ont dit oui, une à la fois. Mhm. Puis aussi, c'est travailler à se réinventer, à s'adapter. Parce qu'en fait, en 2020, mars 2020, Mhm. et je reflète toujours, c'était un vendredi, j'étais à Montréal en train de négocier une institution financière pour être un sous-traitant pour eux, pour aller dans les entreprises clientes pour faire de la formation. Puis, je sors de la rencontre, puis c'est là que M. Legault dit confinement. Ah non. Et là, j'étais comme. En fait, mon entreprise était en train de faire comme ça. Puis on a fait. Mais. C'est ça, parce que du coup, en 2020, mars, centre de ma clientèle, c'était vraiment du B2B. Ouais. Donc, si les entreprises sont en confinement, ils vont pas. C'est pas comme va aujourd'hui où tout le monde est à l'aise avec le virtuel, etc. À l'époque, non. Mhm. Donc là, il a fallu se réorienter pour dire, OK, comment est-ce que je peux faire pour vendre mes produits? Donc là, c'est là que j'ai ouvert le segment des particuliers. Donc j'ai dit, si je ne peux pas vous rejoindre par votre employeur, je vais aller vous rejoindre directement. OK. Donc là, nouveau segment de clientèle qui s'est ouvert. Puis après, de plus en plus d'organismes d'action communautaire viennent me voir pour dire, oh, on aimerait ça avoir vos services pour nos membres. Parce que, comme dit, nous, on est impartial, on ne vend pas de produits financiers, on n'a pas neutre, ouais. Donc du coup, on est vraiment... Non, ils étaient intéressés par ça. Du coup, c'est là que le segment des clientèles organismes communautaires aussi s'est créé. Donc, c'est comme ça que se réinventer, les nouvelles solutions, etc. Puis, aujourd'hui, on commence à comme d'être bien connu, nos services se vendent bien, que ce soit pour les 3 segments de clientèle, aussi bien les employeurs, les organismes que les particuliers. Puis, est-ce que, d'un point, est-ce que c'est... Mettons, quand vous signez un contrat avec une entreprise, c'est une conférence, c'est du coaching, c'est quoi exactement le service? Nos services, en entreprise, c'est des ateliers. Okay. Pas tant des conférences, parce que quand on parle de conférences, c'est plus genre magistral. Là. Ouais. Mais moi, je fais vraiment plus des ateliers avec la participation en présentiel ou en virtuel. On a du coaching individualisé pour les employés. En banque d'heures ou bien en forfait, en bloc de séances par employé. Là, ça, c'est pour les entreprises et les organismes d'action communautaire. OK. Pour les particuliers, c'est surtout le coaching qu'on fait, donc coaching individualisé 101 qu'on fait. On a développé aussi un guide de gestion de finances personnelles qu'on commercialise. Okay. Et là, on travaille sur des parcours d'apprentissage en finances personnelles qui s'en sortent. C'est un peu comme votre bootcamp que vous avez fait, mais c'est ça. Donc, on sort ça bien de fin du septembre, parce qu'on commence les tournages de capsules. OK, nice. Donc, c'est ça qu'on fait. Est-ce que vous pensez développer une app, genre? Ou... En fait, je t'ai pas dit. Donc, je t'ai dit qu'en 2020, j'ai converti Code F en OBNL. Ouais. Sauf que je ne peux pas aller au registre des entreprises pour dire ma Inc. devient une OBNL. Mais ça fonctionne comment? Mettons, c'est quoi la différence entre une incorporation et une OBNL? C'est quoi l'avantage? Pourquoi est-ce que tu as fait la OBNL, c'est tu habites non lucratif. Ouais. Okay. Mais dans le fond, c'est que tu ne peux pas déclarer de profit, genre? C'est ça. Okay. Et tu ne peux pas redonner des profits aux fondateurs, aux créateurs, etc. Ouais. Mais toi, c'est juste, tu peux te payer un salaire, genre, dans le fond? Oui, je peux me payer un salaire. Okay. Et je me paye un salaire actuellement. Ouais. Mais donc, quand j'ai fait la transition, en fait, j'ai dû créer une OBNL, transférer les activités de la Inc. dans l'OBNL. Mais la Inc., je l'ai gardée parce que je suis en train de développer justement une application. OK, c'est ça. Tu vas... Ouais, je suis en train de développer une application qui va être utilisée principalement par l'OBNL et d'autres OBNL, en fait. C'est pour aider les citoyens à adopter des meilleurs comportements financiers. Ouais. Donc, mais ça, c'est tough pour elle. Je sais pas comment tu te prends, mais mettons... c'est difficile de rendre... en 2022, c'est pas vrai. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui comprennent l'importance, mais tu sais, comment toi, mettons, tu réussis à mettons, je sais pas, je vais reformuler ma question plutôt, mais tu sais, mettons les immigrants, genre, c'est quoi les questions que tu reçois le plus souvent? Genre, c'est quoi, mettons, les grosses questions que les gens se posent entourant les finances personnelles? Il y a beaucoup. La plus commune, c'est... quand un vient me voir, c'est Annick, mes finances, c'est la pagaille, je sais pas par où commencer. Ouais. Oh, il y en a qui ont dit, surtout pour les nouveaux arrivants, on dit, moi, je vais m'acheter une maison. Par où que je commence? Comment je m'assure que j'ai les moyens d'acheter ça? Il y en a qui vont aussi dire, moi, je suis surendettée. Ouais. Parce que, surtout quand les nouveaux arrivants arrivent ici, là, ils sont bombardés par des offres de prêts et de crédit. Mais c'est qui est poche. Très poche. Très, très poche. Et aussi, les gens qui vont avoir des enfants, nés au Québec, notamment, comment est-ce que tu fais pour épargner pour eux? Ouais. Donc ça, c'est différentes questions, mais on a vraiment toutes sortes, en fait. OK. Ouais. Puis
je pense que ça pourrait être intéressant, tu sais, quand quelqu'un vient te voir ou en général qui dit je sais pas par où commencer. C'est quoi l'étape numéro 1 que les gens peuvent faire pour mettre un peu de l'ordre dans leurs finances personnelles? Faire un bilan. OK. Un bilan de tes actifs, genre. Ouais, c'est quoi tes actifs, c'est quoi tes passifs, OK. donc tes dettes, et surtout, c'est quoi le coût de tes dettes. OK. Donc, c'est ça. OK, est-ce que tu connais c'est quoi ton dossier de crédit? Ouais. Beaucoup de gens connaissent c'est quoi leur score de crédit, mais leur dossier de crédit, ils ne connaissent pas ça. OK. La Donc, différence, le score, le score, c'est ton score, c'est ton pointage. Le dossier de crédit, c'est qu'est-ce qui compose. OK. Parce que les institutions financières, oui, ils vont regarder ton score de crédit, et encore, c'est pas le même score de crédit que nous, on voit, qu'eux, ils voient. Et aussi, mais ensuite, regarde c'est quoi la composition de ton dossier de crédit. Tu peux avoir un beau dossier de crédit, etc., mais c'est pas pour autant que tu vas avoir les meilleures conditions. Donc, on regarde ça. Donc, c'est vraiment regarder ça, fait le ménage par rapport à ça. Est-ce que la personne a un budget? OK, ouais. Tu n'as pas idée à quel point les gens n'ont pas de budget. Ouais, mais genre, en même temps, comme tu sais, je veux dire, les gens qui sont abonnés à Liberté 45, genre, je développe des outils d'épargne, de budget. Tu sais, c'est vraiment, je sais pas, j'ai vraiment une relation amoureuse avec la notion de budget. Autant que ça m'aide, autant que je comprends les gens qui sont genre, un budget, genre, t'es sérieux, Hub, genre, tu sais. En fait, ça dépend. Parce que, premièrement, moi, je dis sur le budget, ça permet de savoir où va son argent. Ouais, absolument. Et le budget, oui, tu peux faire un truc Excel. Là. Moi, il y a un outil que le gouvernement a développé que moi, j'adore personnellement. C'est quoi? C'est le planificateur budgétaire de l'Agence de la consommation matière financière du Canada. Ah ouais, okay. C'est gratuit. C'est gratuit. On va mettre le lien dans les notes de l'épisode au pire. Comme ça, les gens pourront aller voir. C'est gratuit et c'est très user-friendly. Ah ouais. Honnêtement, c'est sharp. Pour une application du gouvernement, c'est rare. C'est c'est une page web, là, mais honnêtement, non, c'est sharp. Ah ouais. C'est sharp, je te le dis là, j'utilise. Et donc, ça permet de savoir où va son argent. Mais le truc que moi, je dis toujours aux gens, c'est que quand tu fais ton budget, là, c'est la manière dont tu penses que tu dépenses ton argent. OK? Mais concrètement, c'est pas toujours ça. Parce qu'il y a plein de dépenses qu'on fait qu'on ne comptabilise pas et qu'on ne s'en rend pas compte. OK? Et notamment, moi, je dis toujours à mes clients, genre, c'est quoi ton facteur latte? Oh. T'es familier avec ça? Ouais. Le facteur le café, facteur genre? latte, oui, ton facteur latte, c'est que ces petites dépenses incolores, inodores et... non, incolores, inodores et... En tout cas, quand on voit pas. Exemple, genre, t'arrêtes de mettre de l'essence, tu t'achètes un café, genre. Exactement. Ou un paquet de gomme, genre. C'est ça. Tu marches dans la rue devant une boulangerie, l'odeur t'attire, tu vas acheter une viennoiserie. OK? Tu vas pas forcément la comptabiliser quand tu fais ton budget. Pourtant, c'est des petites dépenses, genre $1 par-ci, $5 par-là. Tu te dis, oh, c'est pas grand-chose, mais à la fin du mois, là, ça pèse lourd. C'est immense. Moi, je prends l'exemple. Si quelqu'un qui achète un café noir, Tim Horton, 5 fois par semaine, pendant 50 semaines, ça fait $750 qu'il a dépensé comme ça. Ouais, c'est fou quand même. Juste, je dis, même sans crème, sans... Non. $750, c'est envoyé dans le sud. Non, ouais, absolument. Okay? Fait que du coup, il y a des applications aujourd'hui que les institutions financières vont avoir pour nous aider à tracker nos dépenses, les catégoriser. Ouais. Avant, on connaissait beaucoup Mint, il y a Arbecon, etc., qui sont plus des applications tierces, mais j'ai de la misère avec ce genre d'application-là, personnellement, parce que, je sais pas, j'ai essayé Mint, j'ai essayé, tu sais, mais je sais pas, on dirait que c'est comme complètement déconnecté de la réalité, genre. En fait, moi, leur utilisation, déjà, Mint ou bien les applications tierces, comme dit, donc qui ne sont pas de ton institution financière ou bien qui ne sont pas du gouvernement, oui, c'est bien utilisé, mais il faut faire attention parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'elles font de nos données. Et les données bancaires, là, c'est assez sensible. Mais tu as des applications, les principales institutions financières canadiennes, elles ont toutes des applications comme ça. C'est qu'intéressant, c'est que tu vas voir tes transactions, tu vas les catégoriser. Ici, je suis allé à l'épicerie. Ici, je suis allé acheter de l'essence. Ici, je suis allé acheter à la boulangerie. Et tu vas voir, est-ce que les dépenses catégorisées correspondent à ton budget? Donc, pour savoir, est-ce que ton budget est vraiment fidèle à ta réalité? Et sinon, ajuste ton budget. Mais honnêtement, c'est un exercice que j'invite les gens à faire. Moi, j'appelle ça le walk of shame des dépenses. Là. Tu sais, retourner sur le relevé des cartes de crédit, cartes de débit, pour voir qu'est-ce que tu as dépensé. Puis il y en a, tu vas dire, ah oui, ça là, je suis quand même fier, je l'ai fait, ça. Mais tu vas voir des trucs, tu vas dire genre. non, j'aime ça, le walk of shame des dépenses. C'est quand même moi, j'appelle ça comme ça parce que beaucoup de gens, là, honnêtement, j'ai vu des gens qui ont pleuré dans mon bureau. Là. Ah ouais? Ouais. Parce qu'ils se sont dit, mais mon Dieu. Parce que les gens vont dire, genre, mais moi, je sais pas qu'est-ce que je fais de ma paye. Regarde. Ouais, les gens, ouais, c'est fou, c'est fascinant. Non, je dis, les frais Uber Eats et autres, là, c'est comme... DoorDash, genre, tu DoorDash, genre,
un café Starbucks, genre. Ça te coûte genre 10$, genre. C'est ça. Non, c'est ça. Donc, du coup, c'est les différents éléments parce que si tu fais un budget une fois par année, là, c'est sûr que tu ne vas pas le respecter. C'est pas assez, ouais. Ben, non, on dit faire un budget, mais l'actualiser au moins en 3 mois. Okay. Donc, tous les 3 mois, tu vas regarder tu vas prendre tes relevés de crédit KDB, tu vas voir est-ce que les dépenses qui sont là correspondent au budget que tu as fait. Okay. Si oui, tant mieux, continue comme ça. Sinon, comment tu vas faire pour actualiser ton budget? Parce qu'il faut que ton budget, en tout temps, ressemble à ta réalité. Ouais. Puis là, c'est super clair. On dresse un portrait ensemble. Après ça, on va faire un peu le walk of shame. On regarde où tes postes de dépenses qui n'ont pas de sens. Après ça, la question que je voudrais savoir, c'est bon, OK, maintenant tu réussis à épargner genre, avec ton argent. Tu veux l'investir, admettons que tu veux pas nécessairement t'acheter d'appartement ou admettons tu es correct, tu as une place où vivre. Est-ce que tu investis avec un conseiller financier ou tu investis par toi-même? Est-ce que tu essaies d'éviter le frais de gestion? C'est quoi un peu le dilemme? Ça dépend toujours de la personne. Okay. Quand la personne, par exemple, me dit « Ok, là, tout le ménage est fait, etc. » moi, je vais le référer. Va voir un conseiller financier. OK. Selon la personne aussi, parce qu'il y en a qui vont être à l'aise à investir par eux-mêmes, mais en général, les gens qui sont à l'aise à investir par eux-mêmes, c'est pas vraiment ceux qui viennent me voir. Oui, absolument. OK. Parce que justement, s'il est à l'aise à investir par lui-même, c'est parce que tout le travail dont je viens de parler, il a été assez à l'aise pour le faire de lui-même. Donc, à part, je vais dire, OK, va voir un conseiller financier, mais je te dis aussi, je vais te donner les questions à poser à un conseiller financier, les éléments à vérifier avec un conseiller financier. Puis, évidemment, c'est de demander est-ce que je peux voir ton diplôme ou ta certification. Oui, vérifier aussi le registre des personnes autorisées à exercer de l'AMF. Pour être sûr qu'il soit là, qu'il soit légal et tout. Puis demander le frais de gestion, parce que veut pas. Les frais de gestion, oui. On en a parlé. C'est quoi un peu ton point de vue par rapport à ça? Mettons, tu places 10 000 $ par année sur 20 ans. À 2% de frais de gestion, ça représente des centaines de milliers de dollars. C'est quoi un peu comme. Moi, personnellement, je suis en train de devenir conseiller financier, pas nécessairement parce que je veux offrir mes services de conseiller financier. Je contemple l'idée d'ouvrir un genre d'application, un alternatif un peu entre Wealthsimple puis un conseiller financier traditionnel. Je brainstorm, puis là, on a quand même beaucoup de feedback de la communauté. J'ai quelques trucs que j'essaie en bêta. Mais c'est quoi un peu ta philosophie par rapport à ça? C'est quand même des centaines de milliers de dollars que les gens payent. Ça dépend. Ça dépend de ce que tu veux puis comment tu te sens. Je dis, moi, j'ai les deux. J'investis de manière autonome. Et j'ai aussi j'ai des trucs. Mais c'est parce que aussi, justement, mes frais de gestion, ils sont minimes. Là. Ouais, mais c'est ça, exact. C'est ça. Mais comment tu as fait? C'est parce que tu connaissais des gens, dans le fond? C'est parce qu'en fait, mon ancien employeur OK, c'est ça. m'offrait de laisser ça là, puis j'ai laissé ça là. OK, c'est l'avantage. C'est ça, parce que tu es quand même dans le domaine. Mais moi, c'est un peu ça que j'essaie de créer, genre dans le sens que j'aimerais ça trouver une alternative que les gens, comme un peu dans ta situation, parce que tu portes des frais super, super, super bas, pas t'en occuper, puis que ça soit automatisé. Genre, c'est un peu ça, honnêtement, que je construis, puis ma passion personnelle, parce que je me rends compte que, tu sais, mettons, je suis investisseur actif sur Questrade et tout, on parle énormément d'FNB. Genre, je crois vraiment à la stratégie des fonds négociés en bourse. Je trouve ça magique. Ça va battre 80% des gestionnaires de placement actifs. Mais tu sais qu'il y a FNB et FNB aussi, là. Ouais, il y a des FNB de FNB. Ben non, même pas ça. Il y a des FNB gérés activement. Il y a des FNB, autant il y a des FNB indiciels, mais il y a des FNB qui sont gérés activement aussi. Là. Exactement. Puis, mais juste pour revenir avant qu'on parle plus dans les FNB, là, je veux qu'on garde ça un peu concis. C'est ça qui je suis comme. Moi, personnellement, je paierais genre 0,5% genre pour un système qui te permet d'investir de façon automatisée dans genre le S&P 500 et tout, sans nécessairement avoir à se connecter sur une plateforme puis acheter quand même. Je sais que Wealthsimple l'offre, mais en même temps, Wealthsimple, c'est genre totalement dénudé genre de contact humain, puis j'ai l'impression qu'il y a quand même, on a besoin quand même d'un peu de contact, genre. Définitivement. Fait en tout cas, je navigue un petit peu ces eaux-là. Là. Je suis en phase d'idéation. J'ai pas de produit final encore. Mais je trouve ça intéressant le fait que tu dises, au pire, essaie avec les deux. Puis souvent, c'est un petit peu ce qu'on enseigne dans le bootcamp. Les gens se disent, admettons, j'ai 100 000 $ avec mon conseiller financier. Puis là, j'ai un peu moins de confiance en lui, on dirait au fil du temps. Je sais pas si toi, ça te fait ça aussi, mais j'ai l'impression que les gens ont moins en moins de confiance envers les banques, genre, puis envers les conseillers financiers. Ça vient de où, genre? Je sais pas si tu as vu, je pense qu'il y a 3-4 ans, il y a une publicité de Canac.
Tu sais, quand ils ont sorti la phrase Canac aide pour vrai, là. Ah, Je sais pas si ouais. tu te souviens la campagne de publicité. Non, c'était quoi? Ils tapaient sur le dos Des banquiers, genre. des conseils financiers, surtout. Ah, Là. ouais. Okay. Ouais, et c'est là qu'ils ont sorti nous, on aide pour vrai, genre. C'est ça, parce que ton conseil financier, Ouais. il va venir là pour te prendre tes frais, etc. Ouais, Puis, ouais. Ah, c'est bon, ça. Mais, en fait, pourquoi la perte de confiance vers les sources traditionnelles, j'appelle toutes les sources traditionnelles d'information financière, ça vient de plusieurs causes, selon moi. Premièrement, il y a tellement eu de scandales avec des conseils financiers véreux. La fraude, ouais. À un moment donné, je pense qu'à 2019, même 2020, tu voyais, genre, la presse spécialisée, là, genre, finance l'investissement, bien le conseiller, t'envoyais des condamnations qui passaient, genre, à toutes les semaines, conseiller condamné pour X, conseiller financier condamné pour Y. Fait qu'il y a ça, mais aussi le fait que, il y a beaucoup de jargon. Tu sais, tout à l'heure, tu m'as repris sur certains thèmes que j'ai dit qu'il est un peu complexe, là, mais, et là, j'ai fait des efforts. Mais quand tu vas avoir un conseil financier, il va te noyer dans les termes compliqués. Quand tu vas aller dans la presse financière classique, tu comprends pas et c'est tellement aride à lire. Mais c'est ça. Puis tu sais, veux pas, j'ai essayé d'en avoir des conseillers financiers sur le podcast parce que, tu sais, je suis content de t'avoir parce que je veux pas que ça devienne un show que tu sais, c'est un écho de genre, moi, je dis quelque chose puis la personne dit la même chose que moi. Parce que c'est juste... On n'avance pas quand on n'a pas de débat. Mais honnêtement, et j'en ai essayé, puis on a juste pas encore publié l'épisode, mais c'est juste, il parle comme, il veut pas simplifier, c'est juste comme, peux-tu utiliser des mots simples? Genre, j'utilise des mots simples, t'es capable d'utiliser des mots simples. C'est ça. Parce que avant de conseiller financier, t'es un humain. Mais c'est ça. Genre, j'ai l'impression que, comme on dirait, dès qu'il y a la cravate, c'est comme, ça devient full compliqué. Puis je suis comme, c'est ça. Wow. Donc, du coup, effectivement, tu sais, moi, parce qu'en fait, l'année dernière, j'ai fait une maîtrise justement sur la santé financiire, etc. OK. C'était quoi le nom de la maîtrise? C'est une maîtrise dans l'intelligence des transformations. Oh, donc, trouver des solutions innovantes à des enjeux sociétaux. C'est le MIT à Laval, là, c'est ça? Oui. Tu penses que tu t'en vas genre au MIT, mais c'est juste la maîtrise en... Je suis allé au MIT. Non, c'est ça. Du coup, j'ai fait vraiment des creuser là-dessus. Puis, on constate non seulement une perte de confiance vers les sources traditionnelles, mais aussi une certaine gouroutisation. Tu sais, beaucoup de gens vont suivre Jean-Sébastien Pilote, Pierre McSween, genre, c'est les nouveaux dieux, entre guillemets, parce qu'ils ont un langage très simple que tout le monde peut comprendre. Les gens vont beaucoup se tourner vers les groupes Facebook. Tu trouves que Pierre McSween, mettons, il est un peu plus gourou, genre? Honnêtement, il a beaucoup de fidèles, entre guillemets. Mais c'est comme, par exemple, tu vas voir, les gens vont aller sur des groupes Facebook, par exemple, c'est L'argent ne dort jamais. Ils sont rendus à 50 000 membres, même plus. Parce que les gens, au lieu d'aller sur les affaires, etc., vont aller dans ces groupes-là, poser leurs questions, essayer d'avoir des conseils d'autres personnes. Absolument. C'est quand même fou. C'est pas mauvais, mais ça peut aussi avoir ses côtés un peu dangereux. Mais moi, je pense vraiment que c'est un net positif, là. Dans le sens que oui, évidemment, une communauté, il faut faire attention. Puis je pense que c'est la job, justement, des créateurs de la communauté de bien filtrer, genre. Ouais, et il le fait très bien aussi, la Youssef. C'est ça, exact. Puis, tu sais, moi puis Youssef, on a eu quelques conflits, genre. Puis, tu sais, je respecte vraiment ce qu'il fait et tout, c'est intéressant, mais j'ai l'impression que de plus en plus, c'est ça là, qu'on va voir. J'ai l'impression que le système financier traditionnel perd de plus en plus de pouvoir, puis ultimement, ça va être des groupes comme ça ou un podcast comme ça qui va vraiment aider plus de gens à, genre, épargner puis investir. Puis moi, personnellement, je trouve ça quand même cool. Oui, c'est sûr que le système financier commence un peu à se réveiller. Là, je te donne un scoop, là. Mais j'ai été nommée sur un comité consultatif pour des investisseurs, des auteurs de marché financiers. Ah ouais? Autorité canadienne de valeurs mobilières. Okay, parce qu'ils sont en train de vouloir revoir la réglementation par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Comment est-ce qu'on explique aux investisseurs potentiels tous les règles, les aléas par rapport aux investissements qu'ils ont? Parce que je disais justement que beaucoup de gens, quand je l'entendais, je disais que beaucoup de gens écoutent... En fait, non seulement les conseils financiers prennent peu de temps pour expliquer ça aux investisseurs, mais aussi, tu sais, quand tu donnes un formulaire de 6 pages à lire avec des trucs en petit caractère, tu lis pas ça. Ouais, puis c'est juste, tu n'es pas obligé d'être poche. Ça peut être le fun aussi, genre, je sais pas, genre...
Ouais, Pour ça avoir peut. quelques cours d'humour, je sais pas. Mais tu sais, tu le vois aussi même avec même le QPF, l'Institut Ouais. québécois de planification financière, c'est leur nouveau visuel, Ouais. contenu, etc. C'est beaucoup plus un peu gay. Les Ouais. couleurs sont plus pour attirer l'attention des gens parce qu'ils sont en train de comprendre que en fait, les gens se détournent pas mal. Mais l'investissement autonome, tu sais, et comment tu peux faire pour devenir un bon investisseur par toi-même? Faire ses devoirs. Genre. Faire ses devoirs. Moi, je me rappelle, par exemple, en début de pandémie, tu sais, le pétrole, Ouais. c'était bas et ça. Quelqu'un me dit, genre, et il m'appelle, il me dit, hé Annick, je vais acheter, elle me dit dans le pétrole, et ça passait super bas, etc. Je dis, ok, d'accord. Sais-tu où est-ce qu'on achète du pétrole? Ouais. Il me dit, non. Tu comprends? Ouais. Fait exact. Donc, c'est faire ses devoirs, comprendre, ok, d'accord. Ma première, se pose la question, est-ce que je comprends tout le langage? Ok. Et aussi, c'est quoi mon profil investisseur? Moi, je parle beaucoup aussi aux gens, c'est quoi ta relation avec l'argent? OK? Et donc, se connaître. Est-ce que pour moi, l'argent, c'est quelque chose justement que je mets de côté plus pour plus tard, ou bien c'est l'argent, genre, quand je l'ai dans les mains, ça me brûle les doigts, il faut que je le dépense. Ouais. Pour prendre un exemple très, très caricatural, es-tu plus cigale ou fourmi par rapport à l'argent? OK. Ça détermine beaucoup de choses, en fait. J'ai jamais lu La cigale et la fourmi. La cigale et la fourmi. C'est qui la cigale? C'est qui la fourmi? En fait, la cigale, c'est ça qui va être très YOLO. OK? Je vis l'instant présent. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, je profite de l'instant présent. Okay. La fourmi va très justement dire, je sais qu'il y aura un demain, et le demain peut être rose ou pas rose. Ouais. Je prépare de sorte que mon demain soit au moins garanti. Okay. Et moi, je dis toujours, la notion de bien-être financier, c'est un mélange, c'est un mitoyen entre les deux. C'est vraiment, oui, je m'assure de faire face à mes obligations aujourd'hui. Je prévois pour mon lendemain, mais je prends des décisions pour me de jouir de l'instant présent. Et donc, c'est vraiment entre les deux. Donc, c'est vraiment comprendre c'est quoi ma relation avec l'argent. Est-ce que justement, si je dis, OK, je vais investir à la bourse de moi-même, parce que quand on parle d'investissement autonome, en général, c'est plus à la bourse, en fait. Ouais, exact. Est-ce que, par exemple, si mon portefeuille fait du jour au lendemain moins 67%, ouais, exact. Est-ce que je panique ou bien est-ce que je suis correct? Et beaucoup de gens, en fait, vont... Tu sais, quand on fait un questionnaire à un conseiller ou bien par soi-même, on m'a dit « Oh, bah, moi, je suis correct, c'est correct. Ouais, » moi, je me rappelle, quand, en début de pandémie, ça baissait, les gens étaient en panique. Ouais, big time. Même en 2018, avec le Brexit, là, dans ces eaux-là, il y a des crises, pendant l'été, les gens qui étaient en panique, quand je travaillais encore en gestion de patrimoine, ils s'appelaient en panique. Pourtant, quand ils ont fait le profil investisseur, ils disaient que c'était correct avec ça. Ouais. Donc, c'est vraiment travailler à se connaître. Donc, parce que selon ton profil investisseur que tu peux faire de manière autonome, en fait, il y a certains produits que ne va pas dans ça. Donc, il y a certains produits pour lesquels va avoir un conseil financier qui va gérer ça et quitte à ce que tu payes des frais, que tu te lances par toi-même. En fait. Mais c'est tellement tough parce que, tu sais, moi-même, personnellement, ça fait 6 ans là, que j'ai investi en bourse, tu sais, la notion du risque est vraiment bizarre. Puis ce que je trouve un peu déplorable du système scolaire au Québec, c'est on n'apprend pas genre le coût d'opportunité d'un, puis la notion de risque. Yep. C'est comme fou parce que, tu sais, mettons, je me considère... Bon, OK, j'ai un mode de vie quand même très risqué, genre, d'un point de vue financier, tu sais, on s'entend. T'es entrepreneur. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est genre, c'est tout ou rien, là, dans le fond. Fait que, mais j'ai l'impression qu'en général, les gens prennent plus de risques qu'ils pensent, mettons, en bourse. Surtout quand ils commencent, mettons, on l'a vu, veut pas, il y a beaucoup de gens qui commencent à investir en bourse depuis le bootcamp, puis tu sais, souvent, ils sont comme, ah, mais moi, tu sais, je pose la question, est-ce que ça vous dérange de perdre 10 000 $ demain en bourse? T'sais? On est genre, ah, non, tu sais, je comprends, c'est pour le long terme, ouais, ok, c'est bon, je roule les yeux. Puis là, mettons, si jamais il y a un crash une semaine plus tard, ils sont genre, oh my god, ils sont en panique. Ouais, mais on en avait discuté. Fait que j'ai l'impression que le risque, il faut vraiment le considérer quand même. Puis c'est d'être honnête envers soi-même, je pense. Ben oui, mais ça qu'il y a un élément important, c'est importantissime à comprendre par rapport à la bourse, c'est que si ton portefeuille aujourd'hui, il vaut moins de 10 000 demain, tant que tu ne vends pas, le moins de 10 000, tu le sens pas en fait. Exact. Donc, en fait, c'est vraiment la notion de gain réalisé ou non réalisé. C'est que jusqu'à ce que tu vendes tes actions, ce qui est écrit là, c'est juste de l'écriture. Exact. Et beaucoup de gens ne comprennent pas encore ça. Donc, si tu ne comprends pas ça, c'est dur pour toi de rester serein, en fait. Ouais. Et surtout, ça va aussi, ok, d'accord, justement, comme tu l'as dit, la bourse, c'est pour du long terme. Donc, si tu vas mettre ton fonds d'urgence en bourse et que demain, tu en as besoin, oui, là, ça marche pas. C'est fou. Puis souvent, mettons, dans le groupe Facebook de Liberté 45, on se fait poser la question. Il y a quelques questions ces temps-ci qui apparaissent. C'est comme,
j'ai reçu, mettons, un bon retour d'impôt ou j'ai, mettons, 5 000 $ de côté. Mhm. Puis là, je me demande, cet argent-là, je vais l'utiliser dans un an pour acheter une maison, quelque chose comme ça. Mhm. Puis là, les gens demandent, tu sais, qu'est-ce que je devrais faire avec cet argent-là? Est-ce que je suis mieux de la garder en argent comptant, même s'il y a 10% d'inflation? Mhm. Ou je devrais me placer pour un an, tu sais. Puis je suis toujours un peu déchiré dans le sens que, tu sais, je me dis, ben clairement, avoir de l'argent comptant, même, oui, avec l'inflation, c'est pas bon, puis tu sais, tu veux ultimement pas garder d'argent cash, mais ça reste que, tu sais, pour du court terme, genre, c'est quand même une bonne position versus aller risquer ton investissement en bourse parce que tu as juste un an Ben, pour ça faire un dépend. Il y retour, a d'autres tu sais. produits. Mais c'est ça, tu peux acheter des obligations ou tu peux acheter des certificats de CPG. C'est des certificats de pauvreté. Ouais, Tu sais, c'est ça. mais il y en a qui, actuellement, il y a des offres à 3% sur un an. Ouais. C'est rare. Ça veut pas, genre, les taux d'intérêt, les Mhm. comptes d'épargne à intérêt élevé, c'est du 0,4. Ouais, c'est Mais fou. il y a des institutions financières qui font des offres assez intéressantes. Puis il y a des applications, Ouais. des pages qui permettent de comparer justement les comptes d'épargne sur ton Comme quelle application? Il y a RateHub, OK. Ah oui, RateHub. Ouais. qui permet de comparer les différents comptes d'épargne. C'est vrai. C'est quand même intéressant. Ouais. Ensuite de ça, fait que là, Codef, c'est quoi un peu la vision de Codef? C'est quoi un peu vos objectifs pour la prochaine année? On est en plein exercice de planification stratégique actuellement. OK. Vous êtes combien? Est-ce que vous êtes... On est une équipe actuellement de 5 avec une Ok, gang wow. de pigistes aussi Ok, qui ok, roulent ok. selon les besoins Vous êtes qu'on a. 5 sur le, mettons, sur le payroll, puis vous avez Yep. des pigistes? Mhm. Ah ouais, OK, wow. Ouais, on essaye. Mais nice. la vision, c'est vraiment être la référence en ce qui a trait à l'éducation financière et l'accompagnement financier indépendant Ouais. au Québec. OK. Ah, c'est vraiment chouette. Ouais. Puis, comment... Fait que là, ça fait 2, 3 ans, 4 ans? En fait, Code F existe depuis 3 ans. En tant qu'OBNL, ça va bientôt faire 2 ans. OK. Puis, est-ce que tu regrettes ton choix de BNL? Oh non. Pas en tout? Mon choix d'OBNL, non. Non, parce qu'en fait, comme tu dit, avant de créer Code F, j'étais vraiment très impliquée dans l'univers associatif. Donc, du coup, le côté social, pour moi, c'est dans mon sang depuis longtemps. Ouais. Puis le fait de devenir OBNL, en fait, on est une OBNL, mais on n'a pas d'organisme d'action communautaire, on a vraiment une entreprise d'économie sociale. Ok. Donc, ça permet de marier les deux. Je veux dire, oui, je peux me payer des dividendes, Ouais. mais mon pourquoi, qui est vraiment de démocratiser les finances personnelles, je le fais. J'ai aussi un côté aussi edgé, qui est la vente de services, donc trouver des clients, etc., pour ne pas vivre des subventions, disons. Ouais. Ben écoute, c'est vraiment intéressant. On approche de la fin. En terminant, si les gens veulent en savoir plus sur Codef ou ce que tu fais, où est-ce qu'ils peuvent aller? Sur notre site internet, donc www.codef.ca. On a une page Facebook, on a une page LinkedIn, donc Code F. Sinon, vous pouvez me contacter sur LinkedIn aussi. Là. Génial. On va mettre toutes les notes de l'épisode de ce qu'on a parlé, les outils, puis aussi le site de Codef. Vous allez pouvoir aller jeter un coup d'œil. Puis Annick, je te remercie beaucoup d'être venue sur le podcast. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup pour l'invitation. À la semaine prochaine.